Et il y a des décisions qui sont prises en ce moment qui peuvent être délétères pour l'avenir. C'est-à-dire si les jeunes ne s'installent pas, qui va soigner la population? Je me sens super concernée puisque je veux faire médecin généraliste, en tout cas dans ma pratique future, dans l'Ariège, qui est un désert médical, comme d'ailleurs finalement 87% du territoire français. Vous vous demandez peut-être pourquoi derrière moi il y a plein de camions de CRS qui font la queue. Eh bien c'est parce que encore derrière il y a un cortège d'étudiants en médecine très remonté contre l'ajout d'une 4e année d'internat de médecine générale. Ils étaient déjà dans la rue le 14 octobre. On va aller voir aujourd'hui combien ils sont dans la rue et on va surtout aller leur demander pourquoi ils sont révoltés contre cette 4e année d'internat en médecine générale dans les zones sous-denses. C'est ce que veut en tout cas le gouvernement qui est en train de faire voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On va essayer d'aller comprendre ce bras de fer. Là, vous vous êtes fait interpeller dans la rue par un monsieur qui comprenait pas forcément pourquoi vous étiez en grève, si? Tout à fait. On a l'impression que la plupart du entre guillemets grand public ne comprend pas trop nos revendications et a du mal à comprendre pourquoi on ne veut pas aller une année dans des déserts médicaux. Je pense que pour comprendre, il faut essayer de voir un peu plus la globalité de ce que c'est vraiment les études de médecine en France actuellement. Parce qu'ils vous jugeaient un peu égoïste. Déjà, 87%, comme je disais au monsieur, du territoire français est un désert médical. Donc de ce point de vue-là, déjà, c'est... Ah donc pourquoi s'y opposer alors? Pourquoi s'y opposer? C'est parce qu'en fait, du coup, ça rajoute une année supplémentaire sans encadrement. Donc avec une formation qui laisse à désirer. Finalement, ça va être un remplacement, une activité de médecine générale déguisée avec toujours un salaire d'interne qui est vraiment précaire. En termes de nombre d'heures. Parce que c'est quoi un salaire d'interne en dernière année d'internat? Salaire d'interne, là on est en dernière, moi je suis encore en 8e année, c'est 1 700 €. Net? Net. À Paris. À Paris, ouais. Parce que moi je suis en Bretagne et c'est 150 de moins. C'est des salaires quand même assez précaires, si on parle en dehors des gardes. Mais ramener du coup au taux horaire, c'est surtout ça qui est terrible. Par exemple, moi là, je viens d'enchaîner toute la semaine dernière, plus le week-end entier, plus le début de la semaine. Et je pense aussi que la deuxième problématique, c'est qu'on pense que c'est pas une vraie solution pour les déserts médicaux. Parce que du coup, ça va envoyer des internes qui n'auront pas choisi d'aller là-bas juste pour 6 mois à 1 an et qui vont vouloir un peu expédier ça, rentrer chez eux le plus vite possible, peut-être déjà fonder quelque chose ailleurs. Qui vivent dans des déserts médicaux et qui ont une maladie chronique, qui vont voir le médecin généraliste tous les 3 mois. Finalement, si c'est un interne qui vient et qui change tous les 6 mois, ils vont voir la même personne pendant 6 mois, 2 rendez-vous, puis après ils vont changer. Donc ça n'a pas trop d'intérêt sur le plan du suivi médical dont ont besoin ces patients. Et en plus, ça rajoute une année aux études de médecine, alors que déjà le problème c'est l'arrivée des futurs médecins sur le marché du travail. Donc ça veut dire qu'on arrive 1 an plus tard. Le problème, c'est qu'on veut nous créer une 4e année pour finalement nous former, qui aurait un but pédagogique. Mais finalement, quel but pédagogique? Puisque nous serons en déserts médicaux, là où actuellement, il n'y a pas de médecin pour nous encadrer et nous former. Mais vous aurez bien un référent. À l'heure actuelle, il y a 50% des cours pas dispensés pour 3 ans d'internat. Et là, on veut rajouter une 4e année. En plus, on veut la créer en 100% ambulatoire. Ça veut dire complètement, en tout cas, en cabinet, donc dans le libéral. Sauf que si on n'a pas de médecin dans le libéral pour nous accompagner, pas de maître de stage, ce ne sera pas comme à l'hôpital où on aura plus facilement les professeurs, etc., qui seront sur place pour encadrer le service. Mais ça, le gouvernement essaye de revenir dessus, sur le 100% libéral. Oui, tout à fait. Ils veulent faire des dérogations, etc. pour le rendre plus possible. C'était justement une de nos revendications parce qu'on trouvait que c'était vraiment pas possible et que ça ne répondait pas finalement à nos objectifs pédagogiques qui étaient finalement quand un médecin, en tout cas un interne, va s'installer et va devenir médecin. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque
tout le savoir finalement sur le libéral, comment fonctionne un cabinet. Et donc ça veut dire que le gouvernement, il vous écoute quand même. Mais c'est pas les concessions réellement qu'on demande, c'est mieux que rien finalement. En quoi est-ce que c'est important en tant que syndicat senior de venir soutenir les étudiants? MG France, c'est le principal syndicat des généralistes. Et la 4e année, c'est en fait la 10e année d'études des généralistes qui est en cause. Et effectivement, en ce moment, on a une attaque tous azimuts contre la profession, qu'il s'agisse des études, parce que la 4e année a été mise en place sans que les conditions soient faites en fait. Donc il n'y a pas de contenu pédagogique, les conditions d'accueil des étudiants ne sont pas au point. Moi, j'ai pas de local pour les recevoir. Enfin bon, donc on n'était pas contre le principe d'une 4e année, mais il faut que toutes les conditions soient remplies, ce qui n'est pas le cas. Mais alors comment faire, si ce n'est par la coercition, pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de médecins généralistes dans les déserts médicaux? Les propositions sont très connues. On les a données à tout le monde, mais ça demande des moyens. Et c'est pas de mettre à mal notre profession qui va régler les problèmes. Il y aura de moins en moins de médecins. Mais alors comment faire? Alors comment faire? Il y a des propositions, c'est-à-dire d'abord l'attractivité de la profession. Donc fait entendre les jeunes pour qu'ils aient de plus en plus envie de s'installer au lieu de partir, ce qui est le cas. Aider les médecins en activité pour qu'ils prennent en charge de plus en plus de patients grâce à des collaborateurs, des assistants médicaux, des infirmiers avec qui on va travailler, mais en coopération. En tout cas, on lance une alerte. Si on n'est pas entendu, que les députés, les élus prennent leurs responsabilités. Mais comme on a prévenu à l'époque sur le numerus clausus, là on prévient, attention, les mesures à courte vue que vous prenez pour régler dans l'immédiat un problème auquel vous n'avez pas pensé avant malgré nos alertes, si vous faites n'importe quoi en dérégulant le système, on va le payer, la population va le payer dans les années à venir. Bon, je viens de passer 2 heures dans le cortège avec les manifestants, difficile d'estimer le nombre. En tout cas, c'est sûr qu'il y en avait au moins plusieurs centaines. Le cortège était parti de Panthéon, je les quitte à Montparnasse, mais eux, ils continuent jusqu'au ministère de la Santé, où là, jeudi après-midi, des représentants syndicaux sont en train d'être reçus par le ministère de la Santé. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eh bien, je leur ai posé la question. En tout cas, la semaine prochaine va être décisive. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, après être passé au Sénat, revient à l'Assemblée nationale. Selon toute vraisemblance, le gouvernement va utiliser le 49.3 pour à nouveau passer en force. Les parlementaires et le gouvernement auront-ils entendu les revendications des manifestants qui ont marché aujourd'hui? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine, évidemment sur WhatsApp Doc, pour avoir toutes les réponses.